Flash & Go en vidéo et aujourd'hui avec Arnaud, nous avons deux invités exceptionnels. Il s'agit de Patangeli et Philippe Chéreau, les commentateurs de la NASCAR sur Automoto la chaîne. Bonjour messieurs et comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Bonjour, écoutez, oui, ça va, plutôt pas mal. Et vous, ça se passe bien? On fait aller, on survit et voilà, on prend notre mal en patience et on continue de vous regarder. Et c'est là que la NASCAR est très fort parce qu'il ne se passe rien, mais pourtant il y a quand même pas mal d'infos et il se passe pas mal de choses en coulisses, donc c'est plutôt intéressant quand même. Si je peux me permettre, Arnaud, oui, vous avez raison, Arnaud, si je peux me permettre, il ne se passe rien avec un I comme e-racing. C'est ça. Et ben, ça va être le premier thème qu'on va aborder avec Geoffroy, le e-sport, puisque c'est ce qui a pris la place, on va dire, du sport classique, quelles que soient les disciplines, hein, et bien sûr la NASCAR, l'IndyCar, les sports auto américains en général sont concernés. Et voilà, avec Geoffroy, on voulait un petit peu votre avis là-dessus, sur est-ce que vous avez suivi les courses, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça va prendre la place, ou en tout cas, est-ce que ça va vraiment s'installer dans le paysage? C'est quoi votre vision là-dessus? Alors, je commence. Alors déjà, première chose, pour les puristes, on va se faire engueuler parce que le e-racing avec un E, c'est pas pareil que le i-racing. Attention, hein. Attention, nous, on était sur des courses de simulateurs. Donc, je pense que déjà, c'était un bon moyen de garder le contact avec les gens qui avaient l'habitude de ce rendez-vous du dimanche soir pour nous sur Automoto la chaîne. Aux États-Unis, il faut savoir que ça a vraiment fait des très bonnes audiences puisqu'on tourne autour du million. 900 000, 1 million, 1,2 million pour la meilleure audience. Donc, les gens avaient vraiment besoin de ce rendez-vous. Même, ça dure pas longtemps, en plus, ça dure 1h15, 1h30. Et puis, c'était sympa de voir les pilotes chez eux, bon esprit en général, mais l'esprit de compétition revient très vite. Et voilà, c'était. Alors, on est tous d'accord que c'est pas de la vraie NASCAR, mais je pense que c'était un bon moyen quand même de garder le contact. C'était facile à faire. Et puis pour le iRacing, c'est tout bénef parce que je pense qu'il y a plein de gens à travers le monde, chez nous aussi, qui a eu envie de s'y mettre un peu et d'acheter un petit peu de matos pour pouvoir faire des courses. Donc voilà, c'était tout bénef, moi, je trouvais. Oui, alors, pour refaire le point, en effet, le e-sport, c'est ce qui est en fait diffusé via le digital et via des consoles de jeux vidéo. Et le sim racing, c'est en général la simulation sur voiture avec quel que soit le matériel PC ou jeux vidéo. Et le iRacing, c'est exclusivement sur PC. C'est une fédération en fait qui se cale sur la réalité. Donc, on commence une carrière au plus bas, hein, karting, et on monte les échelons en fonction des résultats. Et en fonction des résultats et des sous qu'on gagne, ou des sponsors, des vrais sponsors de la vie réelle, que l'on récupère, et bien on peut acheter du matériel. Donc voilà. Et ça se joue exclusivement sur PC. Et l'iRacing a eu la bonne idée, et la NASCAR surtout, c'est de proposer des courses sur les vrais circuits en respectant plus ou moins le vrai calendrier, et surtout avec les vrais pilotes. Parce que si on avait des champions du monde de sim racing, franchement, un mec au fin fond du Connecticut et de l'Oklahoma, franchement, tout le monde n'en aurait rien à faire. Là, la bonne idée, c'est que ce sont les vrais pilotes, donc double intérêt, et pour nous, les fans et les commentateurs à travers le monde, et aussi pour l'iRacing qui a pu en effet upgrader son jeu avec des conditions réelles et puis des vrais pilotes. Enfin, l'iRacing, il ne faut pas oublier qu'il y a une nouvelle génération de pilotes qui le pratiquent depuis déjà pas mal de temps. Quand on voit leur nombre de départs, leur nombre de victoires, c'est impressionnant, comme Timmy Hill, William Byron, Alex Bowman, Nemechek, tous ces gamins-là, ils ont plus de 1200, 1300 départs et plus de 400 victoires en iRacing. William Byron, qui a enchaîné les victoires, par exemple, là, sur Automoto la chaîne, il a plus de victoires en iRacing qu'en vrai championnat. Donc voilà, non, c'était une super idée. On l'a fait en direct sur Automoto la chaîne. Merci à la chaîne, parce que c'était en effet un risque, c'était un choix. Et comme vous l'avez dit si bien, Alias Racing, Geoffroy et Arnaud, les gens avaient envie de voir quelque chose. Nous retrouvons en direct tous les dimanches et ça a bien fonctionné. Voilà, c'est sa réponse la plus courte de la semaine. Hein. Et il y en a encore une samedi, messieurs, hein, à North Wilkesboro. Vous la ferez? Oui, on va la faire dimanche parce qu'on a décidé de garder le rendez-vous. En fait, c'est pas très important d'être 24 heures en retard. C'est garder un petit peu le rendez-vous qu'on a, plus une rediffusion d'une course mythique qu'on a décidé avec les gens de la chaîne.
les courses qui nous ont marquées depuis 2015, 2016, 2017, les grands Daytona 500 ou les grandes bagarres ou les finales, etc. Donc, on a décidé de garder pour la dernière notre rendez-vous du dimanche. Donc, on sera décalé de 24 heures. Je ne rajouterai rien parce que j'ai déjà bouffé tout mon temps de parole. Alors, justement, sur toutes ces courses, il s'est passé énormément de choses. Bubba Wallace a perdu un sponsor à l'issue de la course de Bristol. John Nemechek, dimanche à Dover, il se venge et il se fait sortir du jeu pour le reste de la course. Il y a eu l'affaire Kyle Larson. On va y revenir juste après. Donc, pour vous, c'est quand même une alternative crédible ou le fait de perdre un sponsor réel sur une course virtuelle, ça vous plaît pas trop? Alors, deux choses. Il y a d'abord l'aspect du jeu. Ça prouve que le iRacing respecte les vraies conditions de jeu. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu vidéo sur une console entre potes, hein, sur une PS ou autre, où on va pousser l'autre parce qu'il vous a fait un sale coup. C'est comme dans la vraie vie. Donc, le règlement est calé sur le vrai règlement. Donc, on ne rigole pas. Si on fait le malin en poussant le gars parce qu'on se dit que c'est virtuel, ben on est exclu de la course comme on serait pénalisé en vraie course. Donc, ça, c'est une première chose. Ça prouve que l'iRacing respecte bien le championnat réel. Après, sur l'incidence qu'il y a eu, il y en a eu plusieurs. Bon, Nemechek qui se fait sortir, ce n'est pas le premier. Il y en a eu d'autres avant qui ont été exclus pendant la course d'iRacing NASCAR. Par contre, sur l'affaire Bubba Wallace et surtout l'affaire Kyle Larson, là, ce sont deux choses différentes. Bubba Wallace qui, en fait, parce qu'il est énervé, quitte le jeu volontairement et qui le dit sur les réseaux sociaux, son sponsor le lâche après parce qu'il juge que son attitude n'est pas bonne et qu'elle lui a son image de marque. On peut comprendre. Ça prouve aussi que les Américains ne rigolent pas avec ça. Si la NASCAR et Fox, en l'occurrence, a mis en place ça tous les dimanches, c'est pour en fait faire comme si c'était de la NASCAR. Donc les gens regardent et c'est les vrais pilotes, hein, on l'a déjà dit, avec les vrais sponsors. Donc l'image, elle doit être pareille. Quant à Kyle Larson, faut rappeler aussi l'histoire, c'est pas pendant une course qui a été diffusée sur Fox qu'il y a eu ce problème où il a en effet cité un mot qu'on ne doit plus entendre aux États-Unis. C'est pendant la semaine parce que les gars s'entraînent un peu, ils jouent ensemble. Et en fait, l'insulte suprême qu'on ne doit surtout pas prononcer, il l'a dit. Et comme c'est Kyle Larson, comme c'est Chip Ganassi, comme c'est Target, comme ce sont des gros sponsors et des grosses marques, les mecs, ils l'ont lâché, quoi. Donc, ça prouve qu'on ne rigole pas avec ce genre de choses et que ce soit virtuel ou pas, quand ce sont les vrais pilotes, ils doivent être en effet complètement responsables de leurs actes et de leurs mots. Donc, pour Philippe, ce n'est pas disproportionné, la sanction. Pour moi, aux États-Unis, ce n'est pas disproportionné. Maintenant, nous, de notre regard de Français européens, on peut se dire oui, mais en attendant, on n'est pas dans les mêmes cultures. Donc, c'est logique aux États-Unis, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas déborder. On est dans la démagogie à 300%, on est dans le politiquement correct à 10 000%. Donc, il ne faut plus bouger une oreille. Nous, on n'est pas sur ce même thème, même si on s'en rapproche de plus en plus. Donc, pour moi, c'est un peu disproportionné, mais pour les États-Unis, c'est tout à fait normal. Ouais, je suis d'accord avec Philippe. Aux États-Unis, ça ne fait pas beaucoup de débats. Chez nous, sur notre page Facebook, c'est du 50-50. Il y a des gens qui disent que c'est mérité, d'autres qui disent que c'est disproportionné parce qu'effectivement, ce n'est pas la même culture. On est quand même un peu plus large pour l'instant encore chez nous. Aux États-Unis, on ne plaisante pas avec ça. Et puis surtout, la NASCAR est devenue complètement tributaire de ses sponsors. Et dès que les sponsors lâchent parce qu'ils ne veulent pas que leur image soit écornée, eh bien, le patron n'a d'autre choix que virer Kyle Larson. Jusqu'à quand? On ne sait pas encore. Moi, je pense qu'il va revenir au bout d'un moment. Mais c'est un truc sur lequel, évidemment, ils n'avaient pas le choix, ni les uns ni les autres. Bubba Wallace, pour moi, c'est juste de l'anecdote parce que le gars n'a pas de conséquences sportives. Mais ça peut lui nuire quand même parce que déjà, il n'a pas trop de résultats sportifs et depuis 1 ou 2 ans. Et en plus, si les sponsors les lâchent, même pour une petite histoire futile comme ça peut compromettre quand même son avenir parce qu'il arrive à la fin de son contrat. Donc, il faut faire attention. Et quand on a 1 million de personnes qui regardent, c'est peut-être pas les 3, 4, 5, 6 millions qui regardent d'habitude, mais c'est quand même un public important. Donc, il faut faire attention. Juste la bonne nouvelle qu'on a, enfin, la bonne nouvelle de notre point de vue, c'est que Kyle Larson va rerouler déjà ce week-end en World of Outlaw puisqu'il a été autorisé par la série en fait à rouler. Il a suivi a priori un petit programme de sensibilité, etc. Donc comme les Américains aiment bien. Donc, voilà, je pense un peu comme toi, Pat.
Je pense qu'à moyen terme, on va le revoir en NASCAR. Et voilà, il a fait amende honorable, il n'arrête pas de s'excuser. Par contre, la petite anecdote, il a quand même vendu ses 2 maisons. Enfin, il a 3 maisons et il a déjà mis 2 de ses maisons en vente. Donc, il y a quand même quelque chose où on sent que il est quand même pas dans une super dynamique. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'il est pas bête, Kyle Larson. En plus, c'est un bon pilote, plein d'espoir. Certains le voyaient déjà chez Hendrick Motorsport après Jimmy Johnson. Ouais, c'est dommage. En plus, c'est d'autant plus dommage que sur le plan personnel, lui aussi, il est d'origine asiatique. Donc, en effet, les mots comme ça qui sortent, je pense pas que ce soit un mot vraiment raciste pour en parler de manière très très claire, parce que évidemment, vu ses origines, on ne pourrait pas comprendre. Je pense que c'est juste comme ça, sur un coup d'énervement. Mais aujourd'hui, ils sont professionnels, ils doivent se maîtriser. Il l'a dit Patin, ils ont des images à défendre, ils ont des valeurs à défendre, et ces valeurs-là, elles sont inacceptables aujourd'hui aux États-Unis. Ok. Alors, du coup, pour faire la transition avec la reprise, on sait qui remplace Kyle Larson dans la 42 pour le reste de la saison. On s'attendait à tout le monde, sauf à lui. Il est content, Geoffroy Laitier. Il est content parce que c'est le premier fan en France de Matt Kenseth. Ah non, pas forcément. Mais voilà, c'est Matt Kenseth qui revient. C'est quand même une grosse surprise. On s'attendait à tous les noms, sauf à lui. On est d'accord? Moi, j'étais très, très surpris. Effectivement, je pensais que Kenseth, même s'il n'était pas parti de son plein gré, puisqu'il était parti parce qu'il n'avait plus de sponsor, ce qui est quand même l'ironie de la chose, il avait fait un petit remplacement de Trevor Bayne en 2018, donc ça fait pas si longtemps, en fait. Je pense que le gars est encore affûté. C'est un monstre d'expérience. Hein, il a fait quasiment 20 ans de NASCAR au plus haut niveau, et Chip Ganassi a misé sur le mec. D'ailleurs, il l'a dit, le mec qui peut m'amener des résultats tout de suite. Voilà. Même si Ross Chastain, c'est l'avenir, même si c'est un très très bon pilote, peut-être que c'est l'affaire d'une saison pour Matt Kenseth, mais voilà, il a joué le court terme, et le retour de Kenseth pour moi est une très bonne chose, parce que pour nous ça nous donne avec la rivalité avec Logano et puis même d'autres, parce que Matt Kenseth est un gars pour moi qui est très drôle en interview, très pince sans rire, et surtout c'est pas un ange sur la piste, il s'est accroché avec pas mal de gens, donc pour nous c'est tout bénef parce que ça va nous faire du spectacle, et je suis très content de cette décision. Le contraste il est énorme, parce qu'on avait un Kyle Larson qui est un pilote talentueux, fantastique. Alors, je ne veux pas le comparer au niveau du pilotage, parce que pour moi, Montoya est largement au-dessus de Kyle Larson. Mais Montoya, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le gars était capable de faire des trucs incroyables, d'être en tête, de mener des courses, et puis en fait, de pas souvent gagner. Mais bon, on parle bien sûr plus de sa fin de carrière qu'au début de sa carrière en Champ Car ou en Kart Series qu'on avait fait sur des moteurs. Kyle Larson, c'était ça. On se dit, oh, il menait des tours, il faisait des trajectoires complètement folles, des dépassements banzai, et puis finalement, on ne le voyait pas sur la ligne d'arrivée, ou on ne le voyait pas sur la victory lane. Avec Kenseth, le contraste est énorme. C'est Kenseth, il est sûr. C'est-à-dire que, OK, s'il n'a pas une bonne course, il n'a pas une bonne course. Mais s'il est devant, il va rester devant. Il ne va pas faire le dépassement qui va le mettre un petit peu dans le jus. Donc, je pense que pour Ganassi, en effet, l'expérience et aussi le maintien du résultat. Puis, avec Kurt Busch, grosse expérience dans cette écurie. Et je pense qu'ils vont faire évoluer vraiment les voitures et certainement avoir des résultats plus solides. Peut-être pas des plein de victoires, mais des top 5 et des top 10 certainement. Après, si on vous demande juste un petit avis perso, il semblerait que Ganassi, avant d'appeler Matt Kenseth, il a contacté Carl Edwards, qui avait demandé quelques jours pour réfléchir, qui finalement a décliné l'invitation. Vous auriez pensé quoi de voir un retour de Carl Edwards? Moi, hyper content de voir Carl Edwards, enfin, comme tout le monde. De toute façon, que ce soit Kenseth ou Carl Edwards, on est tous d'accord, ils sont partis trop tôt. C'est-à-dire, ils auraient pu faire encore quelques années. Carl Edwards, bon, Matt Kenseth, on l'avait vu arriver, l'histoire, parce que les sponsors, les résultats, machin. Et Carl Edwards, je pense que ça a surpris tout le monde, parce qu'il est parti comme un boxeur qui se dit je ne veux pas faire le combat de trop. Bon, là, ce n'était pas ça la question, visiblement, c'était plus d'autres questions d'ordre personnel, et on n'a pas encore vraiment la vraie réponse, parce qu'il est très nébuleux là-dessus. Mais oui, Carl Edwards, j'aurais été hyper content de le voir revenir, mais visiblement, on le suit un petit peu, et il est très content dans sa nouvelle vie. Et puis surtout, Carl Edwards, c'est un gars qui est très sous-coté. C'est-à-dire que Carl Edwards, il pourrait bien aujourd'hui avoir 2 titres. C'est-à-dire qu'il finit ex aequo en 2011 avec Tony Stewart, donc à 1 point près.
Et puis l'année où qui est-ce qui est champion, où il se fait sortir, il est en tête à 10 tours de la fin, je sais plus où, enfin, etc. Enfin, là, il était à ça du titre aussi. Donc c'est quelqu'un qui est parti, effectivement, il était au top. Mais il sait faire beaucoup de choses, Carl Edwards. Et effectivement, comme dit Philippe, je ne suis pas sûr qu'il ait la motivation nécessaire pour revenir. En tout cas, on nous demande souvent sur le Facebook quand est-ce qu'il revient. Il y a encore beaucoup de fans de Carl Edwards. Et c'est quelqu'un qui est parti, effectivement, je pense, à l'apogée de sa carrière. Kenseth, il a quand même 48 ans. Je ne sais pas s'il a encore le jus pour aller disputer un titre. C'est clair. En tout cas, il sera éligible cette année. S'il gagne des courses et qu'il est dans le top 30 à l'issue de la saison régulière, il aura le droit de jouer les playoffs. Alors ça aussi, c'est une décision très importante et très étonnante parce que depuis la jurisprudence Kyle Busch en 2015, où il a gagné le championnat en manquant 11 courses, ce qui quand même a fait hurler des gens aux États-Unis, normalement, il faut participer à toutes les courses. Moi, je pense que la NASCAR devrait quand même faire un règlement en disant on peut donner une dérogation à partir de, mettons, 3-4 courses manquées pour raison de santé, blessures, etc. Au-dessus de ça, rater 10 courses et être champion, c'est quand même si ce n'est pas de la faute du pilote, c'est quand même… là, ils sont coincés. Ils sont obligés, avec Newman et Kenseth, de leur donner la dérogation parce que sinon, on va dire pourquoi vous avez donné à Kyle Busch, c'est pas là. Donc, en fait, ce règlement n'existe plus, en fait, où il faut participer à toutes les courses. Ça n'existe plus, il faut être clair. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un point de désaccord avec Pat. Parce que moi, en effet, je trouve que si un gars revient et qu'il est très très bon et que quand bien même il a loupé 11 courses ou 10 ou 8, le cas de Newman, on va prendre le cas de Newman de cette année. Il est clair qu'il ne peut pas se remettre après ce qu'il a eu. Et avec toute maintenant la jurisprudence sur les commotions cérébrales pour tous les sportifs américains, c'est sûr qu'il va parvenir en 2 semaines, 3 semaines, sachant que c'est une course par semaine. Voilà. Donc, c'est clair que s'il y avait eu ce genre de règlement, Newman, on ne l'aura jamais revu. Ou en tout cas, pas pour le titre. Ou pas pour les playoffs. Donc, mais moi, si un gars revient et qu'en effet, il a loupé 10 courses comme Kyle Busch, et une nouvelle fois, je ne défends pas le cas de Kyle Busch de 2015, tant mieux. Si le mec, il est bon et qu'il a besoin il a besoin que de 26 courses pour être dans les playoffs parce qu'il est meilleur que les autres, oui, c'est lui le champion. On veut bien, en effet, sacrer un gars qui est plus rapide, meilleur que les autres. Donc, le champion doit être plus rapide et avoir plus de victoires que les autres. Et non pas qu'une seule victoire, n'est-ce pas, Geoffrey? Matt Kenseth en 2003, c'est ça? Par exemple. L'épicier. Bon, voilà, moi, je pense que peu importe s'il loupe 7, 8, 10 courses, bon, au-delà de 15, c'est pas raisonnable parce que de toute façon, même mathématiquement, je pense que ce soit pas possible, à moins de gagner toutes les courses. C'est ça. Voilà. C'est que tu peux revenir et disputer une seule course de la saison régulière. Si tu la gagnes, tu es dans les playoffs. Mais non, avec une course, tu n'es pas dans le top 30 et t'as pas. Non. Ouais, il y a le top 30 quand même comme condition, donc ça, c'est vrai que ça. Bon, d'accord, ok. Ouais. Et là, pour le coup, ils n'ont raté que 3 courses pour Newman et 4 pour Matt Kenseth du fait des circonstances un petit peu particulières de cette année 2020. Donc, non, plus que ça, parce qu'on en a raté 7 ou 8 là. Ah, elles n'ont pas eu lieu. Elles n'ont pas eu lieu. Elles n'ont pas eu lieu, elles ne sont pas comptées. Elles ne sont pas comptées. La saison va reprendre en théorie à Darlington le 17 mai si tout va bien. Ce ne sera que la 5e course de l'année et on va enchaîner 2 courses à Darlington, 2 courses à Charlotte. Alors, première question toute simple, messieurs, faut-il reprendre? Alors moi je vais répondre. Je pense que d'un point de vue, alors c'est toujours pareil, il y a la raison et la passion, c'est comme dans la Princesse de Clèves pour ceux qui l'ont lu. Non, mais plus sérieusement, la raison, oui, il faut reprendre parce que l'économie, parce que tout le monde a envie de voir des choses. À titre indicatif, moi, je commande du catch sur une des chaînes du groupe Media One, une petite sœur de Tomoto la chaîne. AB Explore en Belgique, pour ne pas le citer, et AB en France et partout dans le monde. Donc, eux, ils ont pris comme solution de continuer leur match, y compris leur pay-per-view à huis clos. C'est bizarre, mais dans un premier temps, les fans n'étaient pas chauds, puis finalement, ils sont contents parce que c'est fait un rendez-vous, et puis les superstars ont appris une manière différente de divertir et de présenter un spectacle. Si je vous parle de ça, c'est parce que les réponses des superstars de la WWE sont à peu près les mêmes que les réactions qu'on a eues avec les pilotes de la NASCAR il y a de ça
une semaine à l'annonce officielle de la NASCAR. C'est-à-dire que leur premier mot, c'est de dire bah oui, on est désolé pour les fans, mais ils vont pouvoir nous regarder. Ça va être bizarre, mais en attendant, on va pouvoir en effet présenter un spectacle, ou en tout cas un championnat. Donc j'ai trouvé ça tout à fait bien de leur part d'avoir cette pensée pour les fans. Et oui, je pense que sportivement, il faut reprendre. Après, maintenant, on a une épée de Damoclès, hein, parce que s'il y a le moindre souci sanitaire, pas sûr que la NASCAR continue de prendre des risques. C'est ça, tout va dépendre un petit peu de ce qui se passe sur les circuits, comment la NASCAR, qui a dit qu'elle ne ferait pas de tests systématiques, qui va essayer de prendre la température des uns et des autres, qui va limiter les contacts, qui va limiter le nombre de membres par équipe présent, qui va limiter, et ça fait une polémique aux États-Unis, qui va limiter le nombre de journalistes, parce que qui va être autorisé, qui ne va pas l'être. C'est une expérience, on va bien voir le 17 comment ça se passe. Et puis si quelqu'un est positif au Covid, ils vont l'isoler, mais si c'est le pilote, qu'est-ce qui se passe pour la team? Est-ce qu'on le remplace par un autre pilote? Est-ce que ça compte dans le championnat? Tout ça, ça va être compliqué. C'est vraiment, ils se lancent dans un truc qui est pas simple. Nous, on est heureux et les fans aussi, mais c'est vraiment, ils partent un peu dans l'inconnu. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est que c'est plus facile pour la NASCAR de refaire un championnat, quand bien même c'est à huis clos, parce qu'on sait la grandeur d'un circuit, même le plus petit circuit Bristol, c'est énorme, par rapport à une salle de basket, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on a entendu la NBA dire « ouais, on veut reprendre », les présidents de la NBA dire « on veut reprendre », mais là, on est sur un sport de contact où, en effet, il faut des caméras, il faut des arbitres, il faut des joueurs qui tournent. Là, c'est un peu plus compliqué quand même. La transpiration, les gouttelettes, les fameuses gouttelettes, là, on les a. Là, dans une voiture, le confinement, il est naturel. Les pilotes ne sont pas en contact. Et les mécanos, ils ont des casques, ils ont des gants déjà d'origine. Donc, on peut comprendre qu'en termes de sécurité sanitaire, c'est un peu plus facile. Et la grandeur, bien sûr, des circuits fait qu'on peut facilement être à plus de 1 mètre, 1,50 m, sauf quand on intervient sur la voiture. Mais même quand on intervient sur la voiture, les gars, ils ne sont pas vraiment ils sont pas à 10 cm les uns des autres. Donc, je pense qu'en termes de conditions sanitaires, c'est un peu plus raisonnable. Mais une nouvelle fois, après, on peut l'attraper, on ne sait pas comment d'ailleurs, mais on peut l'attraper ailleurs. Et si on est positif, ça peut poser un problème, oui. Il y a un risque, c'est en cas d'accident, s'il faut intervenir faire sortir le pilote de la voiture. Où là, il y a un risque quand même qui a été un petit peu émis. Il y a eu des doutes un peu partout à ce sujet. Oui, enfin, quand on regarde comment le corps médical partout dans le monde intervient déjà sur des malades, pour moi, c'est pas ça le problème. Le pilote, une nouvelle fois, a un casque et les personnels soignants, ils sont équipés aussi. Après, il y a toujours un risque, mais on peut rendre hommage à tous ceux qui prennent des risques depuis des mois dans tous les hôpitaux du monde entier, particulièrement en France et en Europe, où en effet, ils soignent tout le monde. Hein. Ils ont pris des risques, les gars. Hein. On leur a dit les masques, ça ne sert à rien. Ils en avaient pas. Certains, aujourd'hui, ont payé le lourd tribut, puisque malheureusement, on apprend aujourd'hui qu'il y a des médecins qui, malheureusement, sont décédés parce qu'ils étaient mal protégés. Mais ils ont fait leur boulot. Donc, oui, il y aura toujours un risque. Il faut faire attention aussi. Ouais. C'était mon petit coucou pour tout le personnel soignant qui a fait un travail extraordinaire en France. Je vous embrasse. Et puis, il faut faire attention à l'opinion publique américaine qui ne veut pas non plus, qui est contente qu'il y ait de la NASCAR à la télé, parce que tout le monde va regarder a priori, parce que ceux qui sont sevrés de NBA et de NFL et de tous les sports, ils vont regarder le seul sport quasiment qui se passe à la télé. Donc, ils espèrent, la NASCAR aussi, tirer un peu les marrons du feu commercialement au niveau des audiences. Le seul truc, c'est que ceux qui ne sont pas spécialement fans de NASCAR aux États-Unis, ils ne veulent pas non plus qu'il y ait des ressources médicales supplémentaires sur les circuits qui nuisent à des interventions qui auraient pu se passer pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre, toutes les ressources ou des ambulances sur des circuits pendant qu'il y a des gens qui sont malades et qui ont besoin d'intervention à 50 km. Donc ça aussi, c'est très sensible au niveau du débat. C'est important ce que tu dis, Pat, parce qu'effectivement, il y a plusieurs championnats américains. En fait, ils essayent tous d'occuper l'espace en fait, qui est libre aujourd'hui, parce que le premier qui va redémarrer, comme tu dis, il va drainer une audience importante. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le seul événement sportif qu'il y a, c'est le reportage sur Michael Jordan, The Last Dance, peut-être que vous en avez entendu parler. Et finalement, tout le monde, super. Et finalement, tout le monde se dit, voilà, si j'arrive avec quelque chose d'actuel, un match, une course, peu importe, c'est moi qui vais drainer toute l'audience. Donc, il y a le baseball qui est en train de réfléchir à faire des matchs à huis clos avec
les joueurs qui font hôtel, stade, stade, hôtel, parce qu'ils disent il y a un espace à occuper et le premier qui va le prendre quelque part, bah, il va ramasser une grosse part du gâteau. Donc, effectivement, stratégiquement, pour les sponsors, etc., pour l'économie de la NASCAR, c'est très important de démarrer. Et je rebondis aussi sur ce que disait Philippe, quand tu as comparé au catch. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre en fait dans le huis clos du catch, c'est que il y a quand même une grosse interaction avec le public. Les catcheurs, en fait, voilà, ils haranguent le public. Ce qu'ils font, c'est ça fait, ils se font huer, ou au contraire, ils se font acclamer. Le pilote dans sa voiture de NASCAR, l'avantage qu'il a, c'est qu'il y ait du public ou pas, bah, il fait sa course, et que ce soit en NASCAR ou dans d'autres disciplines automobiles. Pour moi, le huis clos, il est moins gênant en course automobile qu'il peut l'être en catch a fortiori, mais même en NBA où c'est quand même des salles où l'ambiance du public joue énormément en fait sur la qualité du jeu. Et il se pose aussi la question pour la NFL, parce qu'un match de NFL, par exemple, sans public, ça risque aussi d'être assez particulier. Donc voilà, donc je pense que pour moi, le sport automobile, s'il y a bien un sport qui peut redémarrer à huis clos, c'est le sport automobile. Tu as entièrement raison, parce que ce que tu viens de dire là, ça définit ce qu'on appelle, nous, ces Américains, ils sont forts. Vous avez vu comment chez eux ça réagit. Parce que la culture américaine fait que quand tu vas avoir un spectacle, qu'il soit sportif, j'ai bien dit un spectacle, hein, parce qu'ils mettent les moyens de tout ça, qu'il soit sportif ou culturel ou de divertissement, la culture américaine fait que les Américains américaines surréagissent. Ça crie dans tous les sens, ça réagit à n'importe quoi. Donc, c'est ça qui fait que quand tu dis « Oh, les Américains, c'est génial, on a regardé ça, wow, quelle ambiance !» Bon, évidemment, tu parlais du catch. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que la réaction des fans, c'est 50% du spectacle, surtout sur les live events. C'est-à-dire sur les shows où il y a… mais sur les shows télé, ben, on s'aperçoit en effet que ça fait bizarre. Mais comme l'a dit Pat, la WWE, là, ils ont fait un carton énorme sur WrestleMania, qui est l'équivalent du Super Bowl du catch, en digital et sur les pay-per-view. Ils ont explosé les chiffres. Déjà qu'ils sont la plus grosse franchise sur le digital, parce que leurs fans réagissent partout, ils réagissent beaucoup. Là, ils ont explosé les chiffres sur tous les réseaux sociaux. Mais aussi, on a appris à regarder différemment. Et je pense que j'espère qu'on en rigolera façon de parler, mais qu'on aura un petit sourire dans quelques années, si on y arrive. On se dira, ah ouais, quand même, 2020, 2019, c'était chaud. Vous vous rappelez de ces courses où il n'y avait pas de public, vous vous rappelez de ces matchs de catch où il n'y avait pas de public. Ça fera comme une référence, vous voyez, c'était un petit peu l'exception dans la décennie ou dans l'histoire du sport, quel que soit le sport. Et on aura appris à regarder les choses différemment. Là, pour le catch, ben, on a pu peut-être plus s'axer sur le travail des catcheurs sur le ring, dans le ring. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on dit, ah ouais, quand même, les mecs, ils font un travail incroyable. Et puis, eux aussi, ont réappris à retravailler. Bon, là, pour la voiture, tu l'as dit, Arnaud, en effet, c'est différent. On en a parlé tout à l'heure. Le confinement, il est naturel dans une voiture. Donc, oui. Et de toute façon, même si le public réagit en NASCAR, en général, que quand Dale Earnhardt Jr. est en tête ou maintenant Chase Elliott, on arrive quand même un petit peu à entendre les fans par-dessus les moteurs, mais c'est quand même difficile. C'est sûr. Et juste pour répondre à Pat tout à l'heure, si un pilote est testé positif, il ne prendra pas part à la course. Et c'est bien, comme le veut le règlement, le pilote qui prend le départ de la course qui marque les points. Il n'y a pas de passe-droit par rapport au coronavirus. Et bon, vu qu'il y a eu le joker pour Matt Kenseth et pour Ryan Newman, le pilote aura le joker médical. Oui, voilà, c'est logique. Hein. C'est la petite aparté. Du coup, ça va reprendre très très vite, très très fort. 2 fois Darlington, 2 fois Charlotte pour les 2 premières courses. C'est ce qu'on sait. On sait aussi que, hormis pour les Coca 600 où il y aura des qualifications, sinon, on n'a pas de séance d'essai, on n'a pas de qualif. Est-ce que c'est le bon format selon vous? Je pense à Kenseth qui va reprendre, qui va découvrir la voiture sur son premier tour sous le drapeau vert à Darlington. C'est tout sauf un cadeau. Est-ce que c'est le bon format? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être amené à durer selon vous, notamment si on veut des courses en semaine un jour? Comment vous voyez ça? Alors pour nous, c'est une très très bonne nouvelle pour le coup, parce que pour nous, c'est du spectacle assuré. Moi, j'ai hâte de voir comment les gars vont s'en sortir sans essai, sans qualif. Moi, je trouve ça génial. C'est un sacré défi pour les pilotes. Bon, Kenseth, en plus, sur une Chevrolet, alors qu'il a fait la majeure partie de sa carrière, même s'il a commencé sur une Chevy, il a fait la majeure partie de sa carrière chez Roche sur une Ford et chez Joe Gibbs sur Toyota.
comment les mecs vont réagir. Il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de qualif, il n'y a pas de réglage, on va partir à l'aveugle. Moi, je trouve ça fantastique. Ça, déjà, pour moi, j'attends ça avec impatience, parce qu'on a beau s'appeler Kyle Busch ou Martin Truex, etc. Si on part avec des réglages bidons, on va se retrouver 25e. Donc, ça, c'est génial. Au niveau du calendrier, je suis un peu plus sceptique. Je me demande où on va. Parce que déjà, 2 courses de Darlington, là, qui n'étaient pas prévues ni l'une ni l'autre, il y en a une 3e prévue au mois de septembre. 2 courses à Charlotte, il y en a une 3e prévue un peu plus tard. Donc, ça veut dire que ça enlève des courses ailleurs. Donc, lesquelles, dans quels états on va pouvoir courir, quand en Californie, par exemple, c'est très confiné, donc c'est pas facile. Au bout de ces 4 courses, si on fait les 4 courses, qu'est-ce qu'on fait après? On va dans quel état? Donc ça, pour moi, c'est un peu plus inquiétant. Le fait de ne pas avoir d'essai et de qualif, ouais, je trouve ça fantastique. Alors, c'est peut-être chiant pour les pilotes, mais pour nous, c'est super. Ouais, je suis d'accord avec Pat, ça va être fantastique sur l'analyse de la réactivité des écuries à pouvoir s'adapter, à pouvoir ajuster en temps réel. Et puis là, tout va reposer sur le chef mécano et le pilote, hein, sur l'échange, la communication entre les deux. Donc ça, sur le plan du commentaire et de l'analyse sportive, ça va être vraiment intéressant. Voir quelle équipe va le mieux s'en sortir. Après, sur la décision, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Donc, soit en effet, on dit « Ah ouais, mais attendez, on avait dit qu'on ferait Martinsville là, comme si on fait Darlington 2 fois, ça veut dire qu'à un moment donné, on veut courir ou pas ?» Donc, je pense qu'un NASCAR a dû penser à tout ça. Il y a en plus des histoires de contrats qu'on connaît ou qu'on devine, mais dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Donc, ça a dû être très compliqué. Ça va l'être encore de plus en plus. Mais je pense qu'il faut naviguer à vue, hein, comme on dit. Hein. Si on veut en effet que ça tourne, il faut faire au fur et à mesure de ce que l'on a comme information et de ce que les gouvernements ou les États autorisent. Là, pourquoi on fait ces 2 États, ces 4 courses dans la suite? C'est parce qu'on n'est pas très loin de Charlotte, où toutes les écuries sont pratiquement basées à 80-90%. Les pilotes, bon, après, les pilotes, ils ont des jets, mais les mécanos, les membres des équipes sont pratiquement tous là. Donc, on ne veut pas trop les emmener loin et on les emmène surtout dans des États qui autorisent pour l'instant ce genre d'événement sous condition. Donc là, la NASCAR avance étape par étape. Donc, je pense que ça ne sert à rien de tirer des plans sur la comète, sur « Ah ouais, mais au mois de septembre, les playoffs, il y aura vraiment le Roval, du coup, si on a déjà été à Charlotte, et Darlington, on va la remettre. » Bon, à la rigueur, ça, on verra. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la NASCAR veut faire toutes les courses. Moi, ça me paraît énorme. Hein. S'ils arrivent à faire ça, ils sont énormes. Hein. Mais voilà, ils vont avancer tranquillement en fonction de l'état sanitaire, des consignes du gouvernement. Voilà, et puis on va avancer tranquillement. Et puis, si on arrive à faire 36 courses, eh ben, ce sera une année exceptionnelle, avec un championnat exceptionnel. Et le champion sera certainement exceptionnel pendant des années. Et donc, si on parle un petit peu justement de ces courses qui arrivent là, est-ce que vous, vis-à-vis de la chaîne, vous avez déjà un planning au niveau des commentaires? Parce que bon, malheureusement, ça va être beaucoup des courses nocturnes chez eux, donc en soirée chez eux, donc très très tard ou très très tôt chez nous le matin. Comment ça va se passer au niveau de la diffusion en France? Vous avez déjà des choses? Oui, alors ça, je vais être clair. On va faire la première en direct puisqu'elle est à 21h30 heure française et les autres seront en différé le lendemain à 20h. Parce que, et là, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent, à part quelques irréductibles que je chiffrerai à 5%, qui veulent tout en direct, 95% nous ont déjà dit quand on a donné le planning de la reprise, ah oui, mais non, mais je ne vais jamais pouvoir regarder ça, c'est en semaine, moi je bosse le lendemain, on bosse tous, hein, ou télétravail, ou beaucoup, même s'il y a du chômage partiel. Les courses à 1h30 du matin, 2h du matin, non. Nous, on essaye de capter le plus de gens possible. Alors oui, il y a un risque de se faire spoiler, ça c'est sûr, mais on préfère avoir un rendez-vous à 20h le lendemain, ça c'est clair et net, c'est notre politique depuis quelques années, ça fait grincer des dents 5% et ça contente 95%. Voilà, donc on va le faire le lendemain à 20h, donc pour les courses du dimanche, comme le Coca-Cola 600 le lundi, et pour les courses du mercredi, le jeudi soir. Voilà. La bonne nouvelle, puisqu'il faut rester positif dans cette histoire, c'est que oui, Automoto la chaîne va bouger en effet sa programmation et assurer en effet toutes les courses, même celles qui seront diffusées en semaine. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. On vous invite à aller sur le site d'Automoto, sur les réseaux sociaux d'Automoto, pour avoir les horaires exacts et les jours de diffusion exacts. Mais oui, la chaîne fait cet effort-là et il y aura également des
des rediffusions, des replays intégraux de toutes les courses que nous allons faire donc sur le calendrier de la Cup. Donc, on reprend en fait un petit peu notre rythme de croisière. Et quand bien même il y a des courses, et ça s'est jamais vu, hein, des courses qui ont été décidées en semaine, parce que il y a eu des courses en semaine parce qu'il a plu le dimanche. Enfin, on en a tous connu, hein, on en a fait, hein, on les a toutes faites pratiquement depuis 20 ans. Ok, mais là, c'est décidé. Et moi, ça me faisait rire, j'en parlais à Pat tout à l'heure, parce qu'en 2 ans, j'ai posé les mêmes questions à Steve O'Donnell, qui est le directeur des opérations, hein, pour faire simple, de la NASCAR, et le vice-président de NASCAR cette année, Mike Elton, sur mon fameux jeu NASCAR par NASCAR. Et j'ai posé alors, dans les prochaines années, par rapport à la concurrence des playoffs, à la NFL, tout ça, est-ce qu'il y aura des courses en semaine? Alors, ils m'ont tous répondu avec un sourire en disant non, mais oui. C'est-à-dire que non pour la Cup, mais oui pour les autres séries. C'est déjà le cas. Bah là, on s'aperçoit que de fait, ce sera oui pour la Cup. Et c'est volontaire. C'est décidé. Ce sera le mercredi soir. Et nous, on le fera, le jeudi, évidemment. Ça sent le test grandeur nature, en fait, ça, un petit peu. Ouais, je pense que c'est aussi un bon moyen de tester les futurs calendriers. D'ailleurs, hier, on a appris que le calendrier 2021 serait retardé, enfin l'annonce du calendrier au mois de juillet-août. Et ben, c'est un bon moyen de tester pour voir si ça marche, déjà. Bon, là, les chiffres seront un peu faussés parce que tout le monde attend ça, mais la NASCAR, ça fait longtemps qu'on parle de réduire le nombre de courses. C'est pas sûr parce qu'il y a des contrats avec les personnes qui veulent perdre de date, ou réduire la durée du calendrier, de passer de 9 mois à 8 mois ou 7 mois, etc. Donc, le meilleur moyen, ce serait de faire des courses plus souvent, ou alors de réduire de 36 à 30 courses ou 32 courses. Donc là, c'est un moyen d'un petit peu de voir ce qu'on peut faire, voilà, chez les dirigeants de la NASCAR. Donc vous êtes en télétravail, on est d'accord, hein, vous commentez de chez vous. C'est amené à durer ça aussi pour vous, ou vous allez retrouver votre petit bocal adoré de la Plaine Saint-Denis? Tu as tout résumé là. Un petit bocal, c'est pas du tout dans les règles. On n'est pas. Ça me rappelle cette histoire des deux poissons qui sont dans un bocal. Tu sais, un bocal de rond de poisson, dans une pièce vide, complètement vide. Et puis, tu as le premier qui tombe comme ça, et puis le deuxième qui le suit, puis le premier, ça fait. Et on fait quoi ce soir? Bon, voilà, c'est une blague à la con, mais je sais, mais bon. Ben là, c'est un peu pareil. Là, on va être dans un bocal, on sera à moins d'1,5 m. Non, sérieusement, pour l'instant, ça dure, parce que vous connaissez les consignes. Nous sommes en Île-de-France, donc en zone rouge, et que les consignes qui sont données par le préfet et par les différents présidents de région, c'est d'aller au maximum du télétravail jusqu'au mois de juin. D'abord pour des raisons de déplacement, enfin, transport, tout ça, et puis aussi pour des raisons sanitaires par rapport au déconfinement. Donc pour l'instant, nous, de toute façon, je pense que jusqu'au mois de juin, c'est ce qu'a décidé notre entreprise, c'est de privilégier le télétravail au maximum. Donc nous, il y a de grandes chances, en effet, que pour l'instant, on reste comme ça. On va essayer d'améliorer la qualité du son, évidemment, mais on fait en fonction, bien sûr, des moyens du bord et des moyens qu'on nous donne. Donc, on va s'y atteler un peu plus encore, parce que là, on va mettre les bouchées doubles. Mais oui, pour l'instant, en tout cas, pareil, on navigue à vue, nous aussi. Hein. L'idée, c'est d'assurer, en fait, les directs. Hein. Ouais, on va essayer d'améliorer le son, parce que c'est vrai que c'était un petit peu du bricolage qu'on a réussi à faire vite fait. D'ailleurs, je salue tous ceux qui travaillent à la chaîne et qui sont sur place. Pendant l'iRacing, pendant 1h15, 1h30, voilà, avec un son pas terrible, ça peut dire, mais pendant 4 heures sur une course, on va essayer de faire un peu mieux, si on peut, techniquement, voilà, d'avoir un son un peu plus correct. A priori, ça ravirait un certain Laurent R, qui n'en peut plus de ses sons de téléphone. Ben, nous aussi, hein, c'est la même chose. Hein. Moi, quand on fait des courses avec Philippe, j'enregistre toujours pour regarder un petit quart d'heure, parce qu'on est des professionnels, donc on essaye de voir un petit peu comment ça se passe, pour le confort d'écoute des gens qui nous regardent. Bah, on fait au mieux. Ça dépend de notre connexion, ça dépend de notre matériel, etc. Mais c'est vrai que sur une course entière, on va essayer de faire mieux que ce qu'on a fait sur l'iRacing. En tout cas, on fait tout pour. Il n'y a aucune garantie, mais on va essayer de donner un confort d'écoute à ceux qui nous regardent. Ouais, moi, je suis hyper exigeant. Enfin, ceux qui me connaissent le savent. Pour ce genre de choses, mais à un moment donné, il faut être aussi un petit peu. Enfin voilà, faut pas être plus réaliste que le roi. Il y a des chaînes beaucoup plus grosses que la nôtre, avec beaucoup plus de moyens, qui font aussi bien que nous. Hein. Donc,
On était passé d'une qualité broadcast qui était à 100%, il faut être broadcast. Aujourd'hui, avec le confinement général, moi, j'ai vu plein d'émissions qui ont été tournées, les gens de chez eux par Skype et par des autres applications avec des kits mains libres. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, vraiment. Je crois que le but du jeu, c'est d'assurer les directs et les diffusions. Voilà, et le fameux Laurent R connaît bien en effet la situation. Après, j'aimerais bien lui dire de venir chez moi pour tout régler, mais il ne va pas vouloir. Confinement oblige. Ok, bien. Merci. On va pas vous embêter plus longtemps. Merci en tout cas d'avoir été dispo pour ce Splash & Go en vidéo. Juste avant de vous laisser, Philippe et Pat, on peut vous retrouver en dehors de la NASCAR parce que vous faites autre chose que la NASCAR. Philippe, toi, c'est surtout le catch sur lequel on peut te retrouver régulièrement à la télé? Complètement. Là, le catch, en fait, moi, j'ai jamais arrêté. Hein. On a arrêté en fait avec pas qu'une seule semaine pour l'iRacing, la première course qu'on n'a pas faite, le temps qu'on discute avec la chaîne, avec la NASCAR, des possibilités. Et en effet, la chaîne a réagi très vite, c'était une bonne idée. Et on était très très content de le faire. Pour ce que je fais en dehors, oui, le catch. Par contre, avec Christophe Ajus, j'ai pas arrêté. Et Pat peut en être témoin. Lui aussi, hein, il est concerné avec ses autres activités. En fait, en confinement, on bosse 2 fois, 3 fois plus. Hein, parce que, évidemment, il y a les tests à faire, il y a les réunions, vous savez ce que c'est, les conf calls, la préparation. Et comme on n'est pas visuellement tous disponibles au même endroit, ça devient très, 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 très compliqué à gérer. On n'a certes plus les temps de transport, qui pour moi étaient assez énormes, mais en attendant, on est dispo pratiquement tous les jours du coup. Hein. Donc oui, le catch, et puis d'autres projets aussi qui sont plus, on va dire, qui sont moins télé, mais qui restent dans le domaine de la réalisation et de la vidéo. Et donc toi, Pat, de ton côté, c'est la radio et beaucoup RFM. Voilà, un rendez-vous quotidien, je crois. Ouais, quotidien du lundi au vendredi, de 16h à 20h. Ça, c'est un rendez-vous musical. Et puis, je fais une émission le vendredi et le samedi soir qui s'appelle RFM Night Fever, un peu funky, voilà. Et puis, je fais des vidéos sur mes réseaux aussi où je parle musique parce que ça a toujours été une passion. Et comme, mine de rien, je trouve toujours 1 heure dans une journée pour expliquer d'où vient une chanson, quel est cet artiste, etc. Voilà, ça m'amuse de faire ça. Et puis, apparemment, ça a des bons échos sur les réseaux. Donc voilà, c'est sans but commercial ni quoi que ce soit, c'est juste pour le fun. Et voilà, et ça me prend. Du coup, je me suis mis une charge de travail supplémentaire, mais pour moi, c'est pas du travail, c'est du plaisir, voilà. Mais allez les voir, ces petites vidéos, elles sont géniales. Moi, je peux vous le dire, je connais bien Pat depuis toujours. On a commencé ensemble en radio. Et vraiment, là, ce qu'il raconte, c'est synthétique, c'est pas ce que je ferais moi. Moi, je mettrais 3 heures à lui, ce qu'il pourrait expliquer en 1 minute. Non, c'est vraiment super. Et vraiment, ce sont des bonnes anecdotes qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, allez-y. Hein, franchement, c'est cool. Je confirme. Bon, bien, merci à tous les deux. Merci Geoffroy. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt, en tout cas pour vous à la télé. On va regarder les courses avec vous. Et puis, nous, on se retrouve sur US Racing et puis sur peut-être d'autres Splash & Go en vidéo en fonction de l'actualité. Merci à tous et bye bye. Et j'espère à bientôt sur un circuit, peut-être, aux États-Unis. Aussi. Merci à vous, les gars du US Racing, et bravo pour ce que vous faites depuis des années. Et prenez soin de vous. Ciao. Ciao.